photographie des tableaux, des statues. Des fois, je vais vous dire la vérité, je trouve que le parterre, à côté du mur, il est bien décoré. Donc moi, je prends des photos, parce que c'est très joli, et je les accroche pour que ça fait un peu illusion à ma chambre, un truc comme ça. Dans chaque mur, il y a des photos. Par exemple, dans un mur, il y a des chevaux. Ouais, en plus, c'est vrai, un mur à côté de la porte, il y a des chevaux. Un autre mur, j'ai mis un tableau, un vrai tableau, avec plein de photos de tableaux. Et de l'autre côté aussi, j'ai que 3 murs. Non, 4, oui. Un autre, j'ai mis des photos de statues. Et un autre, j'ai mis des photos de mer. La mer, j'aime bien. C'est maman qui l'a pris, la photo. Et c'était moi quand j'avais 3 ans. Et on m'avait prêté un verre, une brosse à dents et un doudou. Et j'étais dans un petit lit. Il m'avait pris en photo. Et maintenant, elle est dans un cadre. Je me souviens d'une photo de mon enfance qui était assez bizarre et drôle parce que c'est ma maman qui l'a fait avec ma cousine qui était vraiment plus grande que moi et mon cousin qui est le même âge que moi. Donc on est tous les trois sur la photo sauf que ma cousine n'a pas de la tête. La tête est coupée. Donc quand j'étais petit, j'avais peur parce que je demandais à ma maman pourquoi Viola elle est sans tête. Qui a coupé la tête à Viola quoi. C'était bizarre parce que je croyais qu'elle était comme ça quoi, sans tête. Mais après, oui, je savais que voilà, ma maman n'est pas trop douée pour la photo. Moi, Marc, mon cousin, on est bien pris. Ma Viola, elle est toute grande, mais sans la tête. Cette photo-là, c'est marrant. Elle est très marquante parce qu'on devait la faire tous les ans, en fait. Et c'est exactement la même photo, avec le même cadrage. Et toujours mes 2 frères, les deux mêmes, du même côté. Et moi qui suis comme ça sur leurs épaules, ils sont obligés de se baisser. Et on l'a fait tous les ans pendant une dizaine d'années, donc au fur et à mesure on grandit. Au fur et à mesure ils sont obligés de plus en plus se baisser pour que je puisse les prendre comme ça, parce qu'ils grandissent un peu plus vite que moi. Et ça me laisse un très bon souvenir ça. Vous savez, à Noël, il n'y avait pas une petite fête de rien parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ma mère faisait le midi, on était 10 ou 11 à table, elle tuait 2 poulets. 2 poulets, vous savez, elle faisait cuire 2 poulets. Une bonne entrée qu'on mangeait et elle nous faisait un gâteau. Voilà. Et puis après, quand on avait mangé tout ça, elle nous prenait en photo. Elle était contente de recevoir tout son petit monde, elle se mettait en bout de table et puis elle nous prenait tous comme ça. Elle nous prenait les assiettes bien mises, les verres bien mis et tout le monde est rassemblé. C'est extraordinaire de pouvoir nous ramener dans quelque chose que peut-être qu'on ne se souviendrait pas du tout. Là. Je fais juste penser à ma petite fille qui est là, où à 3-4 ans, elle a fait une expérience, un voyage. Puis là, les photos, continuellement, sont là pour lui rappeler ce qu'elle a ressenti là. Puis si elle n'avait pas les photos, peut-être qu'à 15-16 ans, elle ne se souviendra plus du tout du voyage. Mais là, en le voyant, tout ça, ça lui ramène des sens, contrairement à ce qu'on peut penser. En voyant la photo, l'odorat revient, ce qu'elle a entendu à ce moment-là, ce qu'elle a goûté, en voyant la photo où elle était en train de manger quelque chose, peut-être que le goût lui revient. C'est comme un élément déclencheur qui peut ramener d'autres émotions, d'autres sens, qui étaient enfouis dans sa mémoire. On passait à Lyon et je vois une photo de moi sur cette balançoire à côté. Et je me dis, mais comment se fait-il qu'elle puisse avoir une photo de moi petit sur cette balançoire? On a normalement une mémoire des lieux où on prend la photo. On a une mémoire du contexte de sa prise. Et je me disais, mais je n'ai jamais été petit au Briantais. D'où est-ce qu'elle vient? Il m'a fallu une bonne dizaine de secondes pour m'apercevoir que c'était ma fille, qui me ressemblait tellement que même moi,
je me voyais petit en train de me balancer sur cette balançoire. J'ai une photo de moi quand j'avais 4-5 ans et ça me rappelle tout un environnement. Je me vois en train de courir sur cette photo. Je sais où c'était, je sens, il y a des graviers, je sens encore le bruit des graviers. Je sens encore l'époque où j'étais, je sens encore le pull qui gratte un peu la peau. Je sens le bonheur que j'ai d'être à cet endroit avec mes parents et avec mon arrière-grand-mère. En plus, c'est vrai qu'on peut développer en plus cette photo, parce qu'en plus elle a encore de valeur, puisque mon arrière-grand-mère est morte depuis, évidemment. Cette maison a été vendue, n'existe plus. Donc c'est aussi En fait, c'est comme une étoile, c'est-à-dire qu'on la voit, mais elle est morte. Cette maison n'existe plus, les graviers, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, enfin vous voyez, ça n'existe plus en fait. En fait, c'est comme une étoile, exactement. On regarde quelque chose qui n'existe plus, qui a été, qui n'existe plus, mais qui existe, et dont on se souvient. J'adore les photos de quand j'étais petite, les photos de quand mes parents étaient petits, les photos des grands-parents, des chaînes d'ancêtres comme ça, avec la façon de prendre les photos qui change, le choix. Et puis les tout petits formats des années 50, dentelés, c'est des choses précieuses. Quand on en perd une, on sait qu'on ne la retrouvera jamais. Et c'est ce que j'aime dans l'objet photo. On va dire que je suis un enfant tardif. C'est-à-dire, il y a eu deux frères et une sœur qui est ici. Et entre nous, il y a 20 ans. Hein, ce qui fait qu'il y a eu une génération, 3 enfants, et puis moi après. Et du temps de ce jeune couple, malgré les années de guerre, il y avait eu des albums photos de fait, hein, avec les photos de tous les enfants qu'on faisait, et le père au régiment, et le père au stalag ensuite, puisque la guerre était là. Et puis voilà, après-guerre, on a arrêté les albums photos, et moi je suis arrivé en 1953. D'accord ? Et la première fois que j'ai découvert ces albums photos, je me cherchais dedans. Je me disais, il y a une famille qui a été composée, avec tout ce qu'on voit, toutes les photos de famille, quoi, les repas, les enfants sur les genoux, etc., le père en militaire. Et moi, j'étais nulle part. Il y a une psychologue qui a travaillé fait parler des enfants sur la photo. Et la grand-mère retraduisait ce qu'avaient dit ses petits-enfants. Et le petit enfant disait à sa grand-mère, bah, écoute mamie, tu vois, moi je n'existe pas, je ne suis pas dans l'album photo qui est accroché au mur. Bah, sa grand-mère lui dit, j'étais dans l'ordinateur, oui mais c'est pas pareil. Cet enfant avait l'impression de ne pas exister parce qu'il n'était pas imprimé. Il était dans une boîte qu'on voit de temps en temps, mais tous ses cousins étaient sur le panneau photographique et là, il n'apparaissait pas. Et je trouve ça, je pense, très touchant de la part de cet enfant, de cette réflexion. À partir de là, je crois que le désir d'écriture est né aussi un petit peu de là, de s'affirmer, de se trouver une identité, puisque je n'étais pas sur les photos, parce que j'étais quasiment nulle part. Quand j'étais jeune enfant, la photo c'était un phénomène rare quand même. Et mon père faisait des photos intéressantes et quelques-unes, mais relativement peu. Je dois avoir une dizaine ou une vingtaine de photos sur mes 15 premières années où j'apparais. Et j'étais frappé de voir récemment que ces photos, quelques-unes en tout cas, en particulier celle où je suis seul, je vois celui qui prend la photo. Prendre une photo de quelqu'un, c'est aussi une marque d'attention. Et bon, ça c'est théorique, mais j'ai vu apparaître le photographe avec une intention, disons, une certaine qualité d'émotion, quoi.
me disait que ça allait faire revivre les grands-parents et les gens décédés, le cinéma et la photographie. Ça allait garder en mémoire l'image des gens qui ont disparu. Le jour de la mort de Mathieu, en fait le midi même, j'avais pris plein de photos parce qu'on avait donc Mathieu avait 3 mois. J'ai pris des photos, il avait un regard bien particulier et voilà, on communiquait bien ensemble. Et ces photos, je les ai fait développer plus tard. Et en fait, c'était pas des photos sur papier, mais c'était des photos en diapositive. Je les ai pas regardées tout de suite. Puis bonne maman est venue, après la mort de Mathieu, elle est venue passer une semaine avec moi et j'ai voulu lui montrer qui était Mathieu. Donc j'ai sorti la boîte de diapositives, on les a passées. Et là j'ai eu un choc, un très très gros choc en voyant Mathieu se projeter sur le mur. Parce que je le voyais vivant, et vivant avec les derniers souvenirs. Ces derniers moments. Donc pour moi, ça a été, la photo, ça a été une deuxième mort. C'est comme si, à un moment, je me suis dit, bah non, il est vivant, c'est pas possible qu'il soit mort. Et puis en fermant l'appareil, c'était, bah si, il est mort. Donc c'est vrai que ça a été très difficile. Et donc après, j'ai eu 2 enfants, j'ai eu Julie et Hugo. Et j'ai jamais été capable de les prendre en photo moi-même. Comme si c'était un truc un peu, pas magique, mais pas capter leur dernière image, leur dernier moment, leur dernier souvenir vivant. Je me dis, il y a des peuples, quand on les prend en photo, on leur vole leur âme. Ça serait peut-être bien qu'on le sache plus, nous. Parce que on a effectivement les âmes de nos ancêtres, les uns après les autres, et on en est nourris. Je ne sais pas si on les a volés. Mais je trouve très beau que des peuples pensent qu'on leur vole leur âme en les prenant en photo. Moi, les choses qui m'ont peut-être les plus attiré au départ, c'est le début de la photographie, quand les gens sont partis avec des chambres, rencontrer des peuples dits autochtones, et que le regard de la photographie était vu de la part de ces peuples autochtones comme un acte magique qui venait capturer, voire même enlever l'âme des êtres. Et c'est cette relation-là à la photographie qui est en fait pas son propre regard, qui est le regard de l'autre sur soi. Et c'est un peu comme le reflet dans un miroir où il faut une éducation pour se rendre compte que c'est soi ou que c'est un reflet de soi. Et le photographe devient un regard qui est porté sur vous. J'ai pas une énorme connaissance des peuplades amazoniennes ou aborigènes, mais pour ce qu'il me semble, j'ai l'impression qu'ils refusent le narcissisme. Voilà. Tout simplement parce que le miroir n'existe pas. Le miroir n'existe pas. Et c'est à partir du moment où on se regarde dans le miroir qu'on devient cruel. Je dirais que la photo, j'en fais peu dans la vie privée. Enfin, pour moi, de la photo, j'en fais pas. Pourquoi j'en fais pas? Alors là, c'est peut-être une psychanalyse qui est à faire. Peut-être que j'ai pas envie de... C'est la crainte de vieillir. Et donc, quand tu prends pas de photos, ben, tu te retournes pas, tu vois rien, tu vois avec l'avant, quoi. J'ai été prof de lycée et j'ai des photos de classe dans lesquelles j'étais là à côté de mes élèves. Et à l'époque, je portais des lunettes, pas de soleil, mais sombres. Quand je revois ces photos, je me dis... Disons que je n'aime pas l'homme que j'étais. J'ai dit à ma femme, c'est plus la peine de me prendre la photo, on est tellement moche. On a tous qui se déglinguent. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la photographie, c'est que ça dépasse les cultures.
ça dépasse les connaissances. Qu'on ait 3 ans ou qu'on ait 98 ans, la photographie, ça passe. Qu'on parle n'importe quelle langue, ça passe. C'est sûr. C'est sûr que c'est un moyen de communication qui peut être très, très large et qui peut être aussi très court. On reconnaît son papa, on reconnaît sa maman, on reconnaît son petit frère, sa petite sœur, on reconnaît si c'est un instant heureux ou malheureux. Donc toutes ces sensations communes à l'être humain sont visibles sur une photographie sans qu'on ait besoin de traduire. Pourquoi on s'arrête sur une photo? Parce qu'il y a une forme d'empathie, même de symbiose qui se fait avec la photo. On se dit, tiens, voilà, comme c'est un point de vue, est-ce que ça va même plus loin? Peut-être un point de vue sur la vie, sur l'art, sur ce que c'est que la photo. Franchement, une photo qui m'a marqué, j'en ai une, mais c'est pas une photo que j'emmènerai avec moi en vacances ou quoi. Une photo d'enfant soldat. Ouais, au Sierra Leone, tout ça. Des petits qui ont l'âge de mon petit frère, 12 ans, 13 ans, ils sont là avec des calaches à la main, des AK-47. Ils sont confrontés à des réalités et ils n'ont jamais vu ce qui se passe en Occident, ils n'ont jamais vu ce qui se passe chez nous ici. Ils savent même pas que, s'il faut, ils savent même pas qu'il y a des parcs. Ils n'ont jamais vu la télé. Ils savent juste c'est quoi le foot. Ils savent juste c'est quoi une voiture, parce qu'ils ont vu des voitures ou des camions. Mais ils savent pas la vraie vie. Et maintenant, du jour au lendemain, on leur arrache à leurs parents. Et ils sont là, ils sont amenés à partir en guerre. Ce qui m'a, je pense, plus fait peur, c'était de voir les photos qui montrent les enduits du régime hitlérien, avec des centaines et des centaines de personnes ordonnées sur des quadrillages en forme de croix gammée et qui sont tous là à saluer. Et on se dit que ça pourrait être nous là-dedans. Et c'est plus une réflexion par rapport à nos choix. Qu'est-ce qui influence nos choix? Est-ce qu'on est influencé par notre milieu social, notre famille, les gens qui nous entourent, notre pays, notre culture? Et est-ce que quand on fait un choix, c'est nous qui le faisons? Ou est-ce que c'est les autres par nous? Est-ce qu'on est vraiment libre? La photo, ça peut être lié à la philosophie. Quand je vois des photographies des années 1880, 1860, je ne sais pas, à peu près, de nos pauvres Navarros, je suis malheureusement attristé. Malheureusement attristé. De les voir comme des... Vous voyez, le monde occidental est cruel. Il n'accepte que le nœud de cravate. On voit des Indiens Navarros comme des pouilleux en guenilles. Et c'est la photographie qui les réduit à cet état de lopette. Moi, je verrais ça plutôt sous un autre angle, sous l'angle de la chance de disposer de ces souvenirs qui sont d'ailleurs pas forcément vos souvenirs, ce sont des expériences indirectes. C'est plutôt la démocratisation, puisque la peinture existait déjà, le portrait de genre, même pour les enfants, mais c'était, indépendamment de la technique, l'apanage de quelques-uns. Pour moi, déjà, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est que ça a révolutionné la peinture. Parce que ça a remplacé la peinture, enfin du moins ça a obligé les peintres à travailler autrement du fait que la photographie existait, donc il n'y avait plus besoin de faire des portraits, etc. Et pour moi tout de suite ça marque ça, ce temps-là. Mon père est un peintre, il aurait dû vivre au 19e siècle, c'est-à-dire qu'il est vraiment très figuratif. Et il plante son chevalet dans un champ ou devant un village ou devant des personnes et il dessine et il peint ce qu'il voit. Donc prendre en photo ce qu'il voit, c'était pas bien. C'était pas du travail. Et je crois qu'il y a cette question du travail qu'ils ne m'ont pas appris du coup à regarder dans la photo. C'est comme les peintres, c'est comme une peinture, si vous voulez. Pour moi, c'est de l'art dans toute la compréhension du terme, si vous voulez, c'est extraordinaire. Ah oui. Et surtout avec certains photographes, au début où j'ai travaillé dans cette partie-là, c'est qu'ils
faisait le travail, comme on dit, de A à Z, c'est-à-dire qu'il faisait leurs photos, il les pensait, il les organisait. Et puis après, pour beaucoup, enfin certains en tout cas, qui étaient vraiment pour moi des vrais pros, ils développaient leurs photos. Hein. Ils les suivaient, ils les retouchaient. Il y avait des retouches justement sur le noir et blanc qui étaient extraordinaires, c'était du grand art même. Et ils faisaient le travail de... Et ça, je les accompagnais souvent au labo parce que ça m'intéressait quand on sortait les photos. Ah oui, oui, oui. Ah oui, il y avait une odeur que j'ai encore des labos de photos. J'ai eu la chance de travailler dans un collège où il y avait une chambre noire. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'étais responsable de la chambre noire. Donc j'ai appris à partir, avec l'aide d'un photographe, un peu comment on faisait ça. Fait que là, j'ai commencé à développer mes propres photos. Puis là, j'ai eu vraiment l'intérêt et la découverte de voir, de prendre plusieurs heures pour seulement un cliché qui nous intéresse et de le travailler en noir et blanc, puis d'essayer de faire ressortir des choses que juste à cliquer, on n'a pas là. Tu projettes 2 secondes, 3 secondes, il n'y a rien qui se passe, tu jettes ça dans le révélateur et tout d'un coup tu commences à voir sortir, c'est là où c'est génial. C'est quand ça commence à friser, tu te demandes ce que c'est et que tu vois, et puis tu te dis, il faut que je l'arrête quand. Bon, au départ, tu l'arrêtes quand tu penses que c'est bon. Là, c'est vraiment magique quand même. Ouais. J'allais à l'école rue du Premier Film et juste en face de notre école, il y avait les usines Lumière qui travaillaient avec du papier de photo, quoi. Et on aimait, quand on était gosse, récupérer les chutes de ces papiers photographies pour mettre des choses dessus. Et puis créer des photos. Alors bon, je me rappelle qu'est-ce qu'on avait mis, des ronds, du plantain en fait, c'est une herbe qu'on mettait sur ce papier photo et qu'on laissait au soleil. Et puis donc on retrouvait l'image en ombre, hein, puisque c'était simplement le découpage. Ensuite elle devenait toute noire et donc voilà, ça disparaissait, on en refaisait d'autres et puis, les Frères Lumière, l'usine des Frères Lumière s'est arrêtée. J'avais peut-être 8, 9, 10 ans, puis dans ce temps-là, j'avais un appareil Kodak comme ça qu'on pesait sur le piton, puis ça photographiait comme ça, puis il y avait une mangeoire d'oiseaux, puis là, je voulais capter la nature à ce moment-là. Je m'en souviens encore, il y avait dans le jardin une paruline flamboyante, qui était un oiseau vraiment joli, mais qu'on ne voyait pas souvent. Ou bien que s'il est là, mais on le voit pas, on l'entend, mais on le voit pas. Puis de réussir à le capter, là, il y avait comme un sentiment de fierté, comme la recherche d'un trophée, si on veut. Ouais, puis ça a commencé avec ça, la photographie. Mon père il a été mon premier master, en anglais, en français, master. Il m'a dit tout ce que je devais savoir sur la photo. Il n'est pas un photographe, mais il m'a enseigné tout. Et à peu, j'ai compris que oui, j'aime le cinéma, l'histoire d'art, j'aime en général l'image. C'est une chose qui m'a donné vraiment beaucoup et continue à me donner. Mais faire la photographie, faire ce type d'image, plus ou moins à 20 ans, à 21 ans, après un an, j'ai compris que c'était vraiment beaucoup pour moi. C'était l'unique chose qui m'a permis de me, comment je peux dire, exprimer vraiment. Quand j'avais 18 ans, j'étais pas très doué en études, j'étais un peu rêveur, très rêveur. Et donc ça va bien avec la photographie, le fait de rêver. Et puis mes parents m'ont dit, bon, c'est pas le tout de rêver, mais il faudrait peut-être que soit tu poursuis tes études, soit tu fais autre chose. Et j'ai regardé ce qu'il y avait comme possibilité de métier entre horloger, prothèse dentaire et photographe. Tout ça, ça touchait un petit peu à de la petite mécanique, la petite bidouillerie et tout ça, c'est des choses que j'aimais bien. Mais la prothèse dentaire, ça ne faisait pas rêver.
L'horlogerie un tout petit peu, mais ça avait un côté fastidieux de laboratoire, et la photographie me convenait tout à fait. Ça remonte à un plaisir d'enfant où mon père, par exemple, m'avait fait découvrir dans ces boîtes, ces très vieux appareils photo, le plaisir de régler un appareil photo pour avoir un rendu particulier. Et même s'il était qu'un simple amateur, son regard ou son envie de le partager avec moi ou de me l'offrir a déclenché cette passion. Parfois je me mets à quatre pattes, le regard au ras du sol, et j'ai un regard particulier parce que justement j'aime la forme et la lumière. Donc je cherche les angles, voilà. Et pour moi c'est presque une relation comme dans une relation amoureuse où vous regardez la personne sous l'aspect où elle est la plus belle et vous avez envie de lui renvoyer cette image. En photographie, par rapport au cinéma ou par rapport à la peinture, on arrive très très vite à un résultat. Parce que dès qu'on appuie sur le bouton, les choses sont définitives. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est l'idée que l'on a de l'image avant qu'on la fasse et l'idée du résultat final. Alors que ce soit en numérique ou en argentique, la distance entre les deux est toujours énorme. On a un espoir avant d'appuyer sur le bouton et un résultat qui est toujours différent à la fin. Ça, c'est parce qu'on regarde avec son œil qui a une vue globale, panoramique, avec des trucs qui sont très précis au milieu et flous sur les bords, alors que la photographie c'est un cadre où on n'a plus cet effet panoramique, on n'a plus cet effet de flou sur les bords et de net au milieu, où tout est vu autrement. Et c'est cette façon de voir autrement qui me plaît beaucoup dans la photographie. C'est pas seulement regarder ici, c'est pas faire clic. Tous les fois, la photographie, c'est dans la vie. Donc c'est vie, c'est expérience. Et la chose qui m'émerveille, c'est ça. La simplicité pour moi de la photographie. Simplicité dans le sens que c'est vraiment une chose naturelle pour moi, comme avoir un bras. Comme on peut dire que l'écriture pour l'écrivain c'est une manière d'arrêter le temps, la photographie aussi. Il y avait cette envie de garder des moments, c'est-à-dire de les arrêter dans le temps. Il y a une maîtrise dans la photographie, il y a de l'ordre du démiurge qui maîtrise un petit peu son truc, qui maîtrise son paysage, qui choisit ce qu'il veut voir et qui retouche et qui fonce et autres. Donc on joue avec les choses, on joue avec le réel. Et je trouve que dans l'écriture c'est un peu pareil, on joue avec le réel, on refait les choses. Ce que je pratique un peu c'est l'écriture. Et l'écriture a les mêmes ambiguïtés peut-être que la photo. Elle part, l'impulsion pour écrire en tout cas. Je ne suis pas un romancier, je suis quelqu'un qui va écrire au moment où il sent quelque chose de plus vivant en lui. À un moment donné, essayer de le traduire en mots, et je peux me rendre compte à ce moment-là que ça donne une certaine qualité, ça permet à ce qui a été éprouvé de durer un peu plus longtemps, à l'instant même. Mais qu'après, la pensée et l'expérience de la vie continuent, et l'écriture a tendance à figer ça. Et en ce sens-là, c'est vraiment un bâton à deux bouts. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de croire que ce qui a été vécu, c'est de l'acquis. Mais ce n'est pas acquis. Si j'ai vécu une expérience d'une qualité, l'évidence, c'est la frustration qui va venir parce qu'elle n'est plus là, même si ça a été traduit en mots. Alors peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu semblable à ça dans la photo. C'est-à-dire que tu as fait ta photo, tu as vécu un instant, et puis après il faudrait presque l'oublier, quoi. Il y a la vie avant d'être faite. Le photographe imagine ce que va être cette photographie, et puis il fait la photographie. Et cette photographie-là, elle va donc avoir sa deuxième vie qui va être complètement indépendante de la première. La première, elle est finie, la photographie, elle est faite, l'histoire est terminée, sa première vie est morte. La deuxième vie va arriver, à ce moment-là, le photographe va montrer cette photographie-là à d'autres personnes, et les autres personnes vont recréer la troisième vie de la photographie qui échappe complètement au photographe. Il y a des gens déjà qui ne voient rien, d'accord, qui voient une photo, une image, et puis voilà, il n'y a rien de particulier. Et puis il y en a d'autres après, en fonction des sensibilités, qui vont s'arrêter sur un détail vestimentaire,
quelque chose qui traîne par terre, la forme d'un nuage, etc. Et on en oublie le reste de l'image et on ne voit plus que ça. Parce que ça vient d'un seul coup parler à cette personne d'une certaine manière et ça la touche. Le monde sans image, par définition, existe. Je veux dire, il suffit qu'on ait un accident en traversant la rue et qu'on perde la vue, ou tout simplement qu'on soit né aveugle, et on fait l'expérience au quotidien d'un monde sans image. C'est difficile peut-être à envisager quand on a la chance d'avoir ces 5 sens et la vue en particulier. Les photos sont là, elles sont dans un album, elles sont sous feuillet plastique, donc c'est... Je peux les toucher? Oui, vous pouvez toucher. Elle est fantastique, elles sont pas elle est très belle, vraiment, les couleurs, c'est... Voilà. Donc là, par exemple, il y a très peu de décors. Pourtant, c'est un château qui est magnifique, on peut s'imaginer. Et non, c'est un groupe de touristes, donc des gens qui visitent ensemble le château, mais qui ne se connaissent pas forcément. Disons qu'il y a 3 ou 4 entités, peut-être, quoi. Donc il y a des groupes de 3 personnes répartis. Voilà, mais qui ne forment plus qu'un seul groupe, quoi. Avec les 2 jeunes filles en avant, il y a des silhouettes, c'est une photo qui est assez graphique. Et le château derrière. Il n'y a pas le château derrière, il y a le ciel bleu et la terrasse. D'accord. Donc il n'y a absolument aucun décor. Okay. Il y a un contraste assez intéressant parce que déjà de par les couleurs, et puis à gauche il n'y a que des hommes, à droite il n'y a que des femmes. Il y a du bleu et du vert dans la photo de gauche, beaucoup de rose et de noir et de jaune dans la photo de droite. Et en même temps c'est le même genre de photo parce que c'est des gens de plain-pied qui posent spécialement pour la photo, c'est assez étonnant. Certaines fois la photo gêne. Je crois que c'est Anne-Marie Gara qui avait décidé de ne pas publier les photos. D'accord ? Elle les décrivait, elle les donnait à voir. Elle les donnait à voir. Ça c'est intéressant, c'est un exercice d'écriture assez intéressant, de donner à voir quelque chose. Comme on ne peut pas tout donner à voir, il faut être sélectif dans ce qu'on montre. Alors que la photo montre tout. Comme il n'y avait pas de représentation visuelle de la photo, je ne la voyais pas. C'était vraiment comme si je lisais un livre où en fait j'étais obligé d'imaginer les choses et donc plus dans une approche de l'ambiance de la photo, alors que quand on voit les choses, on peut s'arrêter à l'aspect juste esthétique sans chercher à aller au-delà. Mais Aristote dit que les photos et les images peuvent tromper l'intelligence. Il dit que l'excès d'image peut être nuisible à l'intelligence parce qu'on s'arrête en fait à cette puissance de l'intelligence qui est juste avant elle et que l'image favorise l'imaginaire et l'imaginaire est quelque chose de totalement irrationnel. Les plus belles photos que j'ai, elles sont pas sur le papier, elles sont dans ma tête. Donc, et celles-là, je ne peux pas les transmettre. C'est à la fois, c'est presque égoïste, hein, c'est quelque chose qu'on a envie de partager mais qu'on ne peut pas partager. Je pense qu'il y a des tas de choses au profond de chaque être qui sont de ce sort-là. La photo n'étant qu'une illustration avec sa forme. Parce que la photo, elle est comme toute autre chose. À partir du moment où elle est faite, elle a plus d'intérêt. C'est le chemin qui mène à la photo qui a de l'importance. Vous pouvez vous déplacer du point A au point B sur la Terre sans prendre d'image. Eh bien, vous n'aurez qu'un souvenir au retour. Vous pouvez vous déplacer du point A au point B sur la Terre avec des moyens de faire des images. Et vous reviendrez avec des images du voyage. Quelle est la différence? Sans images, on est dans la féerie. On raconte l'histoire. Avec les images, c'est fini, il n'y a plus de rêve. On n'a même pas besoin d'y aller. Une vie sans photo, c'est une vie, pas une vie quoi. J'avais l'intention d'aller prendre des photos avec une amie et il y a une dame qui nous a interpellés et qui nous a dit qu'elle était photographe. Et donc nous, on va pas dire bête, mais on l'a attendue et du coup il s'avérait qu'elle était vraiment photographe et du coup elle nous a pris en photo. Elle nous disait de nous placer comme ça et des fois on s'est retrouvés dans des positions avec mon ami genre en face à face, on regarde quelqu'un dans les yeux, c'est gênant, on se dit ah ouais là on est vraiment pris en photo, on réalise sur le coup que c'est ouais on est pris en photo ou même avoir une certaine émotion. À un moment elle voulait qu'on évoque la tristesse
Et là, on était joyeuses, on n'arrivait pas à faire semblant. Quand on est photographié, on ne sait jamais comment on va être photographié. Et puis, dans sa tête, on se voit à 20 ans et on en a 60 ou 50. Donc, on n'a pas le même physique que ce que l'on pense dans sa tête. Quand c'est une photo de soi, on est d'autant plus comme sur le qui-vive. Est-ce que ça va être réussi? Est-ce que je vais être à mon avantage ou pas? Et ça me frappe beaucoup, cette espèce de... tout ce système de défense qui empêche de se voir tel qu'on est. Bon, c'est pas mal, j'en fais une deuxième quand même. Ce qui est difficile quand on a les yeux bandés, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'échange avec le photographe. Et on ne sait pas trop en fait où poser le regard. On a l'impression de ne pas se voir entre guillemets en fait. On n'a pas le renvoi de son image. Le monde occidental est fasciné par l'image. Il fonctionne exactement à l'inverse du second commandement des 10 commandements juifs. Tu ne te feras aucune image dans le ciel, ni sur la terre, ni de ce qui est sous les eaux. Manière de dire, tu ne représenteras pas les anges, ni le Dieu, ni les hommes, ni les femmes, bien sûr. Je me dis parfois, voyant une photo d'un moment que j'ai vécu, par exemple, je dis mais il y a une qualité entre les êtres là qui est extraordinaire. Je ne l'ai pas vécu. Et pourtant, si, je l'ai vécu, mais je ne le voyais pas. Je ne voyais pas que cette personne, par exemple, quelque chose d'elle est exprimé qui est son essence, quelque chose d'habituellement invisible. Et pourtant, ça passe. C'est là, à chaque dixième de seconde, sur son visage, par exemple, ou dans ses gestes. J'avais l'impression, toujours un peu maintenant, c'est que les gens ne vivent pas le moment parce qu'ils pensent plus à prendre leurs photos qu'à exister. Donc c'est contradictoire parce que d'un autre côté ça permet d'exister plus, mais j'ai pas l'impression qu'il soit si présent que ça. Et je crois pas qu'on peut être vraiment présent et faire une photo en même temps. Le moment où je suis allé à un baptême, puis il y avait, je pense, trois bébés qui se faisaient baptiser. Puis toute les familles n'écoutaient rien, étaient tout alentour, constamment à cliquer de toutes les manières possibles l'événement, mais ils n'écoutaient pas ce qui se passait. Fait que c'est pas... Fois, je trouve que ça perd de la valeur d'avoir plein de photos, probablement de bonnes, mais qui t'as pas été là pour capter le moment, toi, personnellement. J'ai un rapport avec la photographie qui est pratiquement du néant. Je n'aime pas du tout prendre en photo. En fait, j'ai peur, quand je prends une photo, de ne pas assister à la chose. Alors c'est bizarre, parce qu'on photographie la vie, mais on la vit pas. Je vois ça maintenant dans les concerts et tout, il y a des gens toujours qui sont avec leurs trucs, qui filment. Les enfants, faut filmer. Mais on ne regarde plus. Il y a peut-être trop de photos en fait maintenant. Je crois que dans la photo, il y a une projection de ce que je pourrais en obtenir comme considération de la part de mes amis ou de mes connaissances, qui est tout à fait indigne et qui ne marche pas en plus. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas, on ne te dira jamais, oh, mais non, c'est formidable l'endroit où tu as été, tu es un type extraordinaire d'aller dans des endroits pareils. Je suppose que, par exemple, la religion ou certaines attitudes sociales, il y a un siècle ou 2 ou 20 siècles, engendraient d'autres ou nourrissaient d'autres démons. Alors là,
La photo touristique, la photo de masse, c'est une façon d'entretenir le rêve, mais la possession il y a quelques siècles d'argent, de terre, de vallées, de carrosses, du bout de champ que l'autre ne pouvait pas avoir, c'était la même chose. C'était pas une question de survie pour l'homme, c'était vraiment une question d'entretenir un rêve. C'est effectivement, à mon avis, une mode qui se nourrit de la facilité avec laquelle aujourd'hui on prend des photos et on les montre, qui passera, comme passent toutes les modes. Mais je pense que même les gens les plus conformistes en ça, en tout cas à cette tendance-là, posent leur appareil quand ils ont vraiment envie de voir quelque chose ou quand ils font vraiment quelque chose. Et effectivement, je connais plusieurs personnes qui se piquent peut-être en posture ou à contre-courant de ne pas prendre des photos ou très peu dans leur voyage ou de leurs proches. J'ai une amie qui a fait des études de photographe, elle a son diplôme, elle est photographe. Bon. Et elle a complètement arrêté depuis 10 ans maintenant, mais consciemment, délibérément, pour faire autre chose qui l'intéresse, mais surtout et paradoxalement totalement. Elle n'a plus une seule photographie chez elle. C'est pas simplement ne plus en prendre, c'est ne plus en voir. Donc ça peut entraîner visiblement des réactions de rejet un peu extrêmes. J'ai supprimé toutes les photos de moi. Absolument toutes. Il n'y en a pas. Je veux pas laisser de traces. Je veux bien laisser une trace peinte. Je veux bien laisser un texte écrit. Je veux bien laisser un bon souvenir. Mais je ne tiens pas du tout à laisser une image. Le fait qu'on n'ait plus de photos, ça veut dire que l'événement n'existe plus. Et quelque part, c'est peut-être l'envie de se libérer de l'émotion qu'on avait et de se dire maintenant je ne suis plus ça ou ça n'existe plus. Mais en fait c'est une erreur totale parce que le fait de détruire la photo ne détruit pas l'instant ni la mémoire de l'instant. Quand je vais à un concert, je vois que tous les gens ils filment et ils prennent en photo pour deux raisons. D'une part, parce que les gens ils n'ont plus le souci de l'instant présent. En fait, ils ont besoin de garder en mémoire tout parce qu'ils ont peur que ça ait moins de valeur. En fait, ils ont payé la place de concert, donc ils ont envie d'en garder un petit peu parce qu'un concert, au bout de 2 jours, t'as l'impression que c'était un rêve. Et aussi pour montrer aux autres, pour dire j'y étais. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux et tout, on a une vie qui est devenue aussi, on a une double vie, une vie virtuelle aussi, quoi. Maintenant qu'on a les appareils photos sur les téléphones portables, c'est vrai que tout le temps les gens prennent des photos. Ça, d'un côté j'aime bien parce que ça laisse forcément des souvenirs, ça fait plaisir de revoir les photos d'une soirée. Et d'un autre côté, je trouve que ça manque de spontanéité. Dès qu'on fait un truc, il faut le photographier, quoi. Ça en vient même à couper le discours, à couper la soirée, puisque tout le monde se focalise sur la photo et sur le fait de devoir poser. Et voilà, au détriment du plaisir d'être ensemble et de pouvoir échanger et communiquer dans une soirée sans forcément poser dans l'objectif toute la soirée. Je trouve ça intéressant de savoir comment les gens s'en servent, puisque c'est pas la même démarche qu'un appareil photo. Et toutes les petites photos qui sont faites avec des iPhones m'amusent pour l'instant, parce que c'est un nouveau produit, parce que c'est une autre forme de regard, et que cette forme de regard permet de découvrir autre chose de façon photographique. Parce que maintenant les téléphones portables avec des photos, c'est pas des journaux intimes. Hop. Ah oui. Prendre des photos pour les mettre sur internet, sur Facebook, des photos de nous, des photos des amis, des photos pour les vacances, pour se vanter un peu. Quand on les met sur internet, c'est plus pour partager ce qu'on prend en photo, ce qu'on a vécu, et demander l'avis des autres en fait. Et souvent, une photo réussite, c'est des amis en plus, hein. Enfin, ils apprécient quoi. Ouais. C'est très important, surtout dans notre génération, la photo, on fait très attention. Ouais. J'ai remarqué que, limite, je trouve que dans les photos des gens, ça va. Mais bon, on sait que tout le monde a des problèmes, quoi. Enfin,
C'est ouais. La photo, ouais, c'est un moyen de se donner une image, quoi. Qu'elle soit vraie ou fausse, après, chacun fait comme il veut. C'est pas eux, ils se rendent compte, mais ce ne sont pas eux, ils se font l'image d'eux-mêmes, l'image, disons, parfois plus sexy, parfois plus beau, plus intelligent, qui ne sont pas vraiment comme ça. Après, ils se connaissent après 1 ou 2 semaines. La relation est déchirée parce que c'était pas eux. On dirait que c'est un peu un concours parfois, de ma vie est meilleure, regarde. Alors que non, le soir il rentre, il dort sur un lit superposé. Enfin voilà, il peut y avoir un décalage. Ouais. Moi c'est ce que je constate en tout cas. La plupart des gens se donnent une image et c'est pas la même. C'est pas la même. Ou justement à travers ça, des gens grâce à la photo, ils vont faire des efforts vestimentaires, ils vont taper une petite pause. Et grâce à ça, justement, ils vont adopter cette attitude tout au long de leur... Et donc, justement, ça peut leur... je pense à des amis comme ça, déclic. Quand ils ont compris que la photo, Internet, etc., ça jouait beaucoup, ça a pris beaucoup de place dans notre génération, tout de suite, ils se sont appliqués, quoi. C'était plus des photos à l'arrache, un peu floues, je suis en short, claquette, non. Tout de suite, on se met en condition. C'est celui qui fera la plus belle photo, qui postera sur Facebook et qui aura le plus de commentaires. C'est souvent ça en fait. Beaucoup de jeux, beaucoup de pauses. Et même moi parfois je me protège de ça, ne voulant pas être photographiée et avoir ma tête sur un réseau social. Le lendemain d'une soirée où on est un peu éméché par exemple. Souvent sur les réseaux sociaux, c'est un peu un concours, hein, je dirais. Je vais mettre une photo en me disant ce que vont penser les autres. Faut pas que ça soit négatif, quoi, parce que souvent nous on s'amuse à chamailler un peu. On se charrie, on se taquine, ouais. Sur les photos, même qu'elles soient formidables, on va toujours essayer de trouver un petit défaut, quoi. Ah regarde, tiens, derrière la poubelle, photo de famille. C'est pas méchant, hein, mais ouais, on fait attention. Ouais. Pour eux, la photo, c'est un moyen de communication, ça c'est sûr et certain. Plus que nous, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire une lettre, tu prends une photo, t'envoies, tu marques dessous bise, et puis ça va bien comme ça. Limite, on veut même pas savoir comment tu t'appelles, quel est ton plat préféré. C'est juste envoie-moi ta photo. Ça me plaît, tant mieux. Ça me plaît pas, je jette, je passe. Si ça plaît, on va commencer à se demander quel est ton plat préféré, comment tu t'appelles, mais pas l'inverse. C'est ça, moi. C'est ça qui me déplaît. Passer beaucoup de temps derrière Internet pour justement aller traquer telle ou telle photo sur telle ou telle personne qu'on connaît, ça c'est comme un réflexe, on se rend même plus compte, on fait ça, on va regarder telle ou telle photo de telle ou telle soirée, voir si on connaît quelqu'un dessus et perdre 1 heure stupidement à regarder des photos de gens qu'on connaît même pas, quoi. J'ai peur de mettre mes photos parce que à ce qui paraît, Facebook, ça reste à vie, même si on supprime son compte. On vit tous plus ou moins, en tout cas les jeunes, sur Internet et sur l'image qu'on peut renvoyer sur des réseaux sociaux, quoi. Donc c'est vrai que c'est inquiétant. Personnellement, je trouve ça très inquiétant. Quand je vois les photos qui sont mises en Facebook et que je dis aux gens, mais dans 20 ans, ils y seront encore, je dis, mais vous avez pas peur du ridicule, les cocos, là, même d'autres choses, je veux dire, parce que moi, ça me... J'ai du mal à comprendre qu'on puisse... Bon, on sait bien qu'on veut tous avoir son petite heure de gloire ou un truc comme ça, mais... Même mes enfants, pas tous, mais... Tu te dis, attends, c'est quand même une grosse partie de ta vie privée que tu bazardes comme ça. J'ai peur, mais bon, tant qu'on y est, tant qu'on n'est pas mort, tant qu'on on n'a pas supprimé nos comptes... Moi, franchement, j'aime bien. Voilà. Et j'ai peur, mais je n'y pense pas, en fait. Vous avez par exemple un site, moi je ne l'utilise pas, mais je sais qu'il existe, qui s'appelle Foursquare, c'est-à-dire un truc qui permet de dire, de manière informatique, à ses contacts, à ses proches, ce qu'on fait et surtout à quel endroit on est à tel moment. Et ça aussi c'est un témoignage, c'est une autre forme de témoignage. Il est plus fruste, mais il est direct et à mon avis il vise à
satisfaire la même fonction, le même besoin social, qui est en fait une démonstration de son, je sais pas, de sa singularité quelquefois, ou au contraire de son conformisme dans certains cas. Mais je pense que ce besoin-là pourrait être satisfait d'autres manières que par l'image. Donc effectivement, ça peut juste être un positionnement sur une carte, ça pourrait être demain d'autres moyens qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Je ne crois pas que ce soit le propre de la photographie. Et je pense que si demain un mode de capture d'une expérience individuelle ou de masse devait être inventé, devait toucher le grand public, la photographie serait délaissée parce que ça n'est qu'un médium.